Salut, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se trouve en Colombie, à Bogota, avec Ladislas du blog The Wandering Investor, qui est un investisseur immobilier professionnel à l'international. Pourquoi est-ce que tu penses que c'est une bonne idée d'investir dans l'immobilier en Colombie? Donc, je suis ici depuis à peu près 2 mois, donc à passer mon temps à temps plein pour rechercher pour des bonnes opportunités. Donc, je suis venu ici avec de la famille. Donc, j'ai un membre de ma famille qui va bientôt à la retraite et il recherche un investissement qui lui donnera du très bon rendement, donc du très bon cash flow et si possiblement pas dans une monnaie européenne, mais en dollars. En Donc, dollars? c'était ça l'objectif principal, c'est d'avoir de très bons rendements en dollars. Et quand on vient en Colombie, dans certains endroits, dans certaines niches, on peut trouver de très bons rendements. Donc les plus de l'immobilier en Colombie, donc les rendements dans certaines niches, et aussi d'un point de vue géostratégique, en tant qu'Européen, c'est bien d'avoir des biens en dehors de l'Europe avec tout ce qui se passe. Donc avoir une petite partie de ses économies, de ses avoirs en dehors de l'Europe, ça diminue très fortement le risque géopolitique. Donc ça, je trouve ça que de nos jours, c'est un point vraiment très important. Et aussi, c'est un pays où de plus en plus de gens déménagent. Ouais. Donc ça, c'est vraiment une trend qui est vraiment très importante. Donc on le voit surtout avec les Nord-Américains. On voit pas mal d'Européens aussi qui déménagent en Amérique latine. De manière générale, les Européens qui déménagent en Amérique latine, c'est plus des gens à la retraite ou qui veulent un peu vivre moins cher, etc. On commence à voir des gens qui commencent à quitter pour des raisons un peu politiques, mais c'est surtout encore des gens qui cherchent à économiser un peu de l'argent. Mais quand on regarde le marché nord-américain, c'est très différent. Et Medellín, donc plus spécifiquement, donc la deuxième ville ici en Colombie, attire énormément de Nord-Américains qui viennent vivre à Medellín pour quelques mois de l'année. Ok. C'est vrai que enfin moi voilà, c'est la deuxième fois que je me rends en Colombie. Mon impression c'est qu'ici il y a beaucoup de digital nomades qui sont installés, beaucoup de résidences de luxe. Donc les gens viennent passer soit des vacances, soit 3-4 mois. En ce moment en plus la Colombie a mis en place des visas pour pouvoir venir pendant un an. Donc, et puis c'est un pays qui est agréable, quand on mange bien, il y a une bonne ambiance. Si on reste dans les bons quartiers, c'est relativement sécurisé. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal d'avantages. Alors en termes de rentabilité, selon toi, voilà, bon, on a parlé, bon, tu as Bogota, capitale, tu as Medellín et tu as éventuellement Cali. Quelles sont les villes qui vont, selon toi, avoir le meilleur rendement? Quelles sont les villes qu'il faut plutôt éviter? Donc Bogota, d'un point de vue investissement immobilier, est à éviter. C'est qu'en fait, pas beaucoup de digital nomades déménagent ici. Okay. Parce qu'il ne fait pas forcément si beau que ça, il fait même un peu froid. Ouais. C'est une grande ville, etc. Donc il n'y a pas beaucoup de gens qui déménagent ici. Par contre, les gens vont surtout à Medellín. Okay. Et donc la ville de Medellín est en plein développement. Et ce qui est important vraiment pour avoir sa rentabilité, c'est en gros acheter de l'immobilier local pour louer à des Américains. Okay. Et c'est là qu'on se fait de l'argent. Donc si on achète de l'immobilier de manière générale en Colombie pour louer sur le long terme au marché local, on peut s'attendre à une rentabilité brute d'entre 4 et 6%. Oh, c'est pas énorme. Ce qui n'est pas énorme. Et surtout, les loyers sont en pesos. Donc, si le peso colombien dévalue, ce qui se passe en permanence, et après on va discuter ça d'un point de vue négatif, ça veut dire qu'en tant que propriétaire, c'est vraiment pas intéressant. Donc, Okay. il faut toujours targeter spécifiquement les Américains. Bon, il y a aussi des digital nomades européens, mais ce qu'il faut comprendre, et ça avec ton audience européenne, les Américains ne sont pas comme les Européens. Donc les Américains, les Canadiens, très très différents. Donc un Européen, par exemple, un digital nomade européen, typiquement gagne entre 2 000 et 3 000 euros. S'il reste à Bruxelles ou à Lille ou je ne sais pas où, il aura un loyer peut-être de, je sais pas, 600, 700 euros, 800 euros. Ouais, on peut compter ça, 800 voilà, euros. S'il prend un appartement à l'année, c'est ce qu'il va payer. Voilà, il paiera 800 euros. Quand il déménage en Colombie, l'Européen pense, la vie est moins chère, je vais pouvoir faire un peu des économies. Oui. Donc, il trouvera un appartement équivalent, mais où il paiera juste 500 euros. Il dira, je suis en Colombie, j'économise 300 euros. C'est vrai. Voilà. Donc après, pour les Européens, tu te retrouves à investir dans des appartements où tu loues ça entre 500 et 600 euros.
moyennement intéressant. Les Américains pensent complètement différemment. Donc déjà à la base, un Américain, un digital nomade américain, le minimum, souvent c'est plutôt 70 000 $ par an. Okay. Après, Medellín est une ville qui attire des gens avec de l'argent. Donc c'est beaucoup de gens qui travaillent à New York, qui travaillent à San Francisco, qui travaillent à Los Angeles. Et ils travaillent dans le tech souvent, et ils se font des salaires possiblement de 200, 300, 400 000 $ par an. Et donc, ils comparent leur loyer de 5 000 $ à San Francisco, où ils avaient peut-être un one or two bedroom, et ils arrivent ici, ils ne pensent pas comme un Européen en se disant « Ah, je vais pouvoir passer de 5 000 $ à 500 $. À 2 000 $. » Ils se disent « Qu'est-ce que je peux avoir pour mon budget d'appartement ?» Et donc, après, ils veulent des superbes appartements. Ils sont prêts à payer les prix. Ils n'en ont rien à faire des rendements, ou se dire c'est un peu cher pour le marché local, etc. Ils veulent juste le lifestyle. Un Américain pense lifestyle, un Européen pense plus économie. Ouais, rapport qualité-prix. Rapport qualité-prix, on va dire. Voilà, rapport qualité-prix. L'Américain ne pense pas comme ça, il pense à son lifestyle. Donc s'il peut passer d'un one bedroom à San Francisco, un penthouse avec un jacuzzi à Medellín, il le fera sans hésiter. Et donc on voit que les rendements, plus on va dans le luxe, plus ils sont élevés. Donc c'est plutôt, ce que tu es en train de nous dire, c'est que si on investit en Colombie, il vaut mieux essayer de taper de la résidence haut de gamme, des appartements haut de gamme, quoi. Voilà, exactement. Comment est-ce que tu t'y prends pour trouver des bonnes affaires? Est-ce que tu achètes des appartements qui sont déjà tout prêts? Est-ce que tu achètes des appartements qui sont anciens? Tu fais venir un décorateur d'intérieur et tu fais des rénovations complètes au goût du jour? Enfin, comment est-ce que tu t'y prends? Voilà, donc tu peux me parler peut-être de l'opération que tu es voilà. en train de donc faire. là, je suis en train d'aider des membres de ma famille. Donc la promesse de vente devrait être signée plus tard cette semaine. Donc on espère que le deal va passer. Mais donc on a vraiment regardé le marché à Medellín. Et donc pourquoi Medellín? C'est le printemps éternel. Donc il fait tout le temps beau. Et l'aéroport est en plein boom, etc. Donc vraiment plein de points positifs avec Medellín. Et donc on a regardé plein d'options différentes. Il y a des nouveaux bâtiments, mais le problème c'est que quand tu investis dans un bâtiment nouveau, tout est standardisé et il y a un peu moins d'espace. Et les Américains sont habitués à de l'espace. Les Américains aiment l'espace, à part ceux de New York et San Francisco, mais encore, c'est une des raisons pourquoi quand ils viennent ici, ils ont de l'espace. Donc je préfère acheter dans de l'ancien. Donc là, on est en train de regarder un appartement de 305 mètres carrés. Qu'on va couper en 2 appartements de 150 mètres carrés chacun. Donc des gros appartements, 150 mètres carrés, et dans chacun des appartements, on va mettre juste 2 chambres à coucher et 3 salles de bain. Donc on ne va pas chercher à maximiser, comme un Européen penserait, « Ah, j'ai 150 mètres carrés, je vais pouvoir mettre 4 chambres dedans et faire une colocation. » C'est pas ça, ce sera 2 grosses... 2 gros appartements de 150 mètres carrés, avec de l'espace, avec du confort. Et avec chacun, avec du beau volume et avec chacun un gros jacuzzi sur le balcon. Et c'est des appartements qui vont être loués comment? À l'année, location courte durée? Quelle est la cible? Donc c'est important de bien comprendre les lois en Colombie en termes de Airbnb. Dans la plupart des cas, on n'a pas le droit de louer en dessous de 30 jours. Donc pour pouvoir faire du Airbnb d'un point de vue légal, il faut que ce soit dans un bâtiment qui autorise Airbnb, et la plupart des bâtiments n'autorisent pas Airbnb. Donc, on peut acheter dans des développements, dans des nouveaux bâtiments qui autorisent Airbnb, mais souvent, au mètre carré, on paye 30-40% plus cher. Donc, en fait, oui, on a un peu de meilleur rendement, mais en fait, on l'a payé à l'achat. Tu l'as payé à l'achat. Donc, ça n'a aucun sens. Et la réalité, c'est que la trend, ici, c'est des gens qui viennent pour plusieurs mois. Donc, les gens quittent les États-Unis, quittent le Canada. Ils viennent ici, ils viennent passer l'hiver, ils viennent passer plusieurs mois. Donc, ils veulent louer au moins. Donc, de manière générale, les gens restent entre 1 mois et 3 mois, mais on peut aussi trouver des gens qui sont prêts à payer pour 8 mois, 9 mois. Et en termes de loyer, donc pour avoir un ordre d'idée, donc sur un appartement donc rénové premium qui fait 150 mètres carrés à Medellín, tu vas louer ça combien? Donc, par exemple, là, les chiffres qu'on est en train de regarder, donc c'est un appartement, donc chaque appartement qu'on coupera, donc de 150 mètres carrés, donc vraiment dans le meilleur quartier de Medellín, le meilleur, donc AAA, en termes d'emplacement. On est en train de regarder des loyers
d'un minimum de 4 000 $ par appartement par mois. Donc ça fera, avec les 2 appartements, 8 000 $. 8 000 $. Ouais. Et pour un prix d'acquisition en dollars, à combien? Donc 240 000 $, donc on paye 800 $ le mètre carré. Ok, c'est pas cher. Ce qui n'est pas cher. Et on mettra à peu près 500 $ par mètre carré de rénovation pour vraiment du luxe. Les rénovations, c'est un petit peu aussi le point difficile de l'immobilier, parce qu'on dit toujours, ouais, sur YouTube, vous entendez, vous prenez un artisan, vous déléguez, ça se passe bien. Là, j'imagine que du coup, tu passes par un designer d'intérieur. Ouais. Ça va te coûter combien? On n'a pas regardé encore ça en détail, mais en gros, le coût pour une rénovation de luxe, all inclusive, tout inclus, c'est 500 $ par mètre carré. Ok. Ça fait une rentabilité à combien? Après, bon, on doit Il y payer. a la fiscalité, Il y a la fiscalité, management. il y a le management aussi. Il faut compter un peu le taux d'occupation ne sera pas 100%. Oh, bien sûr. On s'attend à un taux d'occupation, la moyenne, donc de Mauricio il gère à peu près une quarantaine de Airbnb. Sa moyenne, c'est à peu près 92%. Donc il y a vraiment de taux d'occupation. de taux d'occupation pour les locations de 1 mois ou plus. Mais là, tu as la licence Airbnb sur cet appartement ou pas? Non, sans licence Airbnb, on fait 1 mois ou plus. Et en termes de rentabilité, du coup, ça va donner du combien? On s'attend net à peu près du 11%. 11%. Et pour savoir, au niveau de la fiscalité, comment ça se passe en Colombie quand tu loues un bien? Quel est le taux de fiscalité? Enfin, voilà, si tu peux nous donner quelques détails, comment ça se passe au niveau de l'acquisition? Est-ce qu'il y a des frais de notaire? Est-ce qu'il y a une taxe foncière? Est-ce qu'il y a une taxe d'habitation, taxe d'ordure? Enfin, tous ces trucs-là, et combien tu payes ensuite, combien tu dois donner au gouvernement sur tes loyers? Ok, donc en termes de frais d'achat, de frais de notaire, c'est pas très cher, c'est à peu près 2%. Ok. C'est notaire ou avocat? Notaire. Notaire, ok. Frais de différentes taxes qu'on a à payer. Donc c'est transfer taxes, on appelle ça en anglais, donc à peu près 2%. Un avocat, ça coûte pas très cher, ça dépend du niveau d'avocat qu'on veut. Personnellement, j'aime bien des bons avocats, donc je prends toujours un peu les avocats les plus chers, surtout quand c'est la première transaction dans un pays. Donc là, mon avocat, pour une transaction comme ça, il me fait payer 1 200 $. Ok. Donc je suis sûr qu'il y a des gens qui vont dire « Ah, je peux avoir ça à 500 $, je suis sûr. » Mais je voulais le meilleur avocat. Et ensuite, il y a une taxe foncière. Donc la taxe foncière pour cet appartement, j'ai plus les chiffres en tête, mais je crois que c'était à peu près entre 1 500 et 2 000 $ par an. Ok. Mais vraiment pour beaucoup d'espace. Après, ce qui coûte cher en Colombie, c'est les frais de copropriété. Ok. Parce que souvent, il y a quelqu'un à l'entrée pour la sécurité, etc. Et les choses sont très bien entretenues en Colombie. Donc ça, c'est aussi un plus pour investir ici. Comparé à d'autres pays, c'est que j'investis beaucoup dans des pays en voie de développement. Et souvent, il y a une culture de l'entretien qui est très mauvais. Ok. Voilà, donc tu passes pas mal de temps en Géorgie, tu vois, les choses se dilapident vite. En Hongrie, c'est toujours un peu moyen. Panama, c'est pareil. Panama, c'est atroce. France, objectivement, c'est un peu moyen. Hongrie, ça dépend des bâtiments. Mais Ouais. c'est vrai que c'est pas pas toujours fantastique. optissant. Ouais, c'est pas toujours fantastique. Mais ici, dans les bons quartiers, tout est nickel. C'est vrai que ça fait vraiment très haut de gamme. Là, enfin, là à l'endroit où on vous tourne la vidéo, on est justement dans une résidence un peu haut de gamme où il y a une salle de sport, l'entrée, il y a du marbre, etc. Et c'est vrai que c'est très propre, très bien entretenu, bien designé. Donc forcément, si vous avez un logement, il faut que voilà, les gens sont habitués à un certain standing, il faut qu'il y ait le même standing de l'autre côté. Donc en charge de copro, ça correspond à combien à peu près en pourcentage? Pour les 2 appartements, les frais de copropriété sont d'à peu près 300 $ par mois. Ok. Donc Bon, 150 $. Ça reste ok. 1 $ le mètre carré en fait. Ça va. C'est pas non plus. T'es pas sur les frais de copropriété à Dubaï, quoi, où tu payes 2 000 $ par mois, quoi. Non, Ok. ça va. Et en termes sur les loyers que tu vas toucher, donc j'imagine qu'il y a des impôts dessus. Est-ce qu'il y a des choses déjà que tu peux déduire? Comment ça se passe au niveau des fiscalités? On peut déduire tous les frais et les impôts, ça va jusqu'à peu près 35%. Après avoir tout déduit, après c'est 35%. Ok. Donc ça dépend, il y a une truc, mais en moyenne. Tu déduis en fait tout ce que tu as et sur ton bénéfice, tu payes 35%. À peu près. Il y a une échelle, mais oui. Et le jour où tu veux revendre le bien, est-ce que tu t'es renseigné un petit peu? Est-ce qu'on a des taxes sur la plus-value? Est-ce qu'il y a des exonérations? Enfin, comment est-ce que ça fonctionne? Moins de 2 ans, 35%, et plus de 2 ans, 15%. 15%. Et il n'y a pas possibilité d'avoir une exonération si tu mets en résidence principale, ce type de choses-là? C'est 15%. Ce que les gens font beaucoup ici, sous-déclarés à la vente, pour avoir une partie en liquide, pour ne pas avoir payé les frais de... Bon, c'est pas légal, c'est pas un conseil d'investissement, mais c'est comme ça que les gens en perdent beaucoup en Colombie. Ce qui est important en tant qu'investisseur étranger de ne pas faire.
parce que ça veut dire qu'après, ce sera à vous de payer la plus-value. La plus-value. Ouais, forcément. Est-ce que tu recommandes d'acheter en nom propre ou plutôt en société? En nom propre, ça marche très bien. En nom propre. Ouais. Les points, enfin, j'ai envie de dire, quelles sont les arnaques ou les erreurs qu'on peut faire? Enfin, tu dois en voir beaucoup, des mecs qui passent, qui investissent et qui se sont fait pigeonner. Globalement, c'est quoi les erreurs qu'on fait quand on investit en Colombie et qu'on arrive avec la fleur au fusil? Donc, c'est ne pas utiliser un bon avocat. Donc, beaucoup de gens, ils arrivent, ils ont une copine colombienne ou une femme colombienne, ils utilisent l'avocat de la famille, etc. Okay. Et ils ne savent pas comment gérer une transaction immobilière avec un étranger. C'est qu'en fait, il y a un système de change, de contrôle de change assez strict en Colombie et on ne peut pas juste sortir de l'argent de Colombie. Okay. Donc, il faut, avant de pouvoir sortir de l'argent de Colombie, il faut pouvoir prouver à la Banque centrale comme quoi on a fait venir l'investissement original de manière légale. Donc, quand on investit en Colombie, il faut utiliser un avocat qui remplit tous les bons documents pour donner en gros une application à la Banque centrale pour avoir un certificat d'investisseur étranger pour montrer, bon, monsieur Pierre a investi X amount d'argent, telle date pour un investissement immobilier. Comme ça, dans 10 ans, 15 ans, quand tu revends ton appartement, ou même quand tu cherches à faire sortir tes loyers, quand la Banque centrale te demande d'où vient cet argent, tu peux montrer, voilà, c'est un investissement, et après tu peux répatrier tes fonds. Et ça, si tu ne l'as pas fait correctement au début, après tu es bloqué. Après tu es bloqué, après tu te retrouves avec des plans crypto, des plans pas nets, quoi, des trucs… Galère. Galère. Donc ça c'est un, et deux, c'est toujours… c'est toujours ne pas utiliser un bon avocat. Après, avec des problèmes de… J'ai un ami, il pensait acheter un bout de terrain et ils lui ont vendu le bout de terrain juste à côté. Ouais, donc en fait, ils l'ont arnaqué, ils lui ont montré un truc, puis après, ils lui ont vendu autre chose. Voilà. On voit beaucoup ce type de choses à l'étranger. Enfin, c'est vrai qu'on le voit aussi à Budapest, des gens qui vendent des appartements et en fait, c'est pas les leurs, c'est des Airbnb. Ouais, et comme tu passes par l'avocat, tu passes par l'avocat du vendeur, en fait, l'avocat, c'est pas vraiment un avocat, c'est un complice. Et la transaction, en fait, on envoie l'argent directement sur le compte du vendeur. C'est pas comme en France où on envoie l'argent sur le compte du notaire, enfin de la Caisse des dépôts et consignations, qui ensuite débloque la vente. Donc faire vachement attention, surtout les Français, parce qu'on a l'habitude que nos transactions immobilières soient bien encadrées en France. En France, tu ne peux pas tricher, quoi. Même s'il y a des vices sur le bien, enfin, tu vas être au final responsable. Mais à l'étranger, bah, si vous avez fait une erreur, vous avez fait une erreur et va pleurer en Colombie, à mon avis, ça va être un petit peu compliqué de récupérer son argent une fois que… Ouais. Est-ce qu'il y a des choses à savoir, par exemple, au niveau, quand tu achètes un bien immobilier, est-ce qu'il y a des marges de négociation avec le vendeur, quelle est la mentalité? Est-ce qu'il y a justement des arnaques quand tu visites un bien immobilier, des choses qu'on va pouvoir te cacher? Où est-ce qu'il faut faire attention? Il y a beaucoup de marge de négociation, donc ça c'est vraiment un positif. Plus l'appartement est cher, plus il y a de marge de négociation. Okay. Parce que en fait, c'est un marché où il n'y a pas de crédit. Il n'y a quasiment pas de crédit. Donc toi, étranger, tu viens en Colombie, tu demandes un crédit, c'est mort. Voilà, même pour les locaux, les taux d'intérêt sont à 12%, donc autant dire, il n'y a pas de crédit. Okay. Donc ce qui se passe, c'est que tout le monde, en gros, a 50, 100 000, 150 000 $ à investir. Donc, quand tu es dans des sommes comme ça, tu as beaucoup plus de concurrence. Quand tu es prêt à acheter un espèce d'appartement, un duplex de 300 mètres carrés où il y a tout à rénover, et il faut mettre déjà 240 000 $ rien que pour avoir ça. Plus la réno. Et après, il faut faire une grosse rénovation. Donc tu es à 390 000. Déjà, voilà. C'est pas le même ticket d'entrée. Et là, il y a moins de compétition. Et là, il y a beaucoup moins de compétition. Donc là, on peut négocier dur. Pour donner un exemple, donc le bien qui payait 240 000, il était affiché à combien à la base? À 300 000. Donc 60 000 $ de négociation. Mais si tu investis dans des appartements bien tout finis, tout prêts, en dessous de 200 000 $, de manière générale, tu auras du mal à négocier plus de 5%. Ok. Est-ce que tu vas déjà louer en colombien ou c'est exclu, c'est que des Américains pour toi ou des étoiles? Les Colombiens ne sont pas intéressés à ces prix-là. Ok. Parce que si un Colombien peut payer un loyer de 4 000 $, il peut s'acheter un… Il peut s'acheter directement voilà, son appart. Exactement. Okay. Donc on peut avoir des Colombiens des États-Unis qui viennent pour les vacances. Donc par exemple à Cali, j'ai un ami danois, il fait pas mal de deals immobiliers sur place. Donc Cali, c'est la 3e ville du pays. Et en termes du profil des gens qui restaient dans tous ces Airbnb, donc c'était à peu près 20% des Colombiens, donc 10% des locaux, donc que des Airbnb de luxe, 10% locaux, 10% Colombie de la diaspora, et à peu près
25% de gens qui venaient pour du tourisme médical. Ok. Et la moitié, c'était des gens qui venaient en gros pour du tourisme de... Il appelle ça romance tourism, tourisme de... Ouais, ils viennent pour rencontrer des filles, quoi. Voilà, ils viennent pour rencontrer des filles. Danser la salsa là-bas, et rencontrer des filles. Et c'est ça qu'il y a d'important à comprendre dans ce marché à Medellín et à Cali, c'est qu'on target généralement des mâles américains qui gagnent bien leur vie et qui recherchent des filles. Donc c'est pour ça que le choix d'appartement est particulièrement émotif pour eux, parce qu'ils veulent impressionner l'américain. Impressionner, ok. Voilà. Et enfin, je veux dire, il n'y a pas de risque. Par exemple, en France, tu vois, enfin moi, ça... pas personnellement, mais j'ai des clients à qui c'est arrivé, ils ont des Airbnb. Problème, c'est loué par une prostituée. Et tu sais qu'en France, si ton appartement est loué à une prostituée, même si toi tu y es pour rien, tu peux être condamné, machin. Enfin, voilà. Comment ça se passe ici en Colombie, quoi. Enfin, si je veux dire, la prostituée, elle loue pas le truc à 4 000 $. Elle ira le truc non, mais si le $. gars il fait venir des filles, des choses comme ça. Après, mais ça c'est normal, ça. Ok. Voilà, ça il n'y a pas de problème, ça c'est dans la culture. Okay. Donc il y a le bonhomme à l'entrée, donc le portero, donc le gardien. Ouais. Le gardien. On peut lui demander, ok, quand je viens avec une fille, est-ce que tu peux prendre une photo de sa carte d'identité, comme ça s'il y a des problèmes, blablabla. Mais ça cause aucun problème. Pour donner un exemple ici, voilà, là on est dans une résidence sécurisée. Donc moi, pour rentrer, j'ai dû m'enregistrer, donner mon passeport, donner un numéro de téléphone, etc. Et quand donc j'ai un invité qui vient me voir dans la résidence, il lui demande ses papiers d'identité, il note à quelle heure il est rentré, il note son nom, prénom, et également son numéro de passeport, et également à quelle heure il est sorti. Et évidemment, il y a des caméras, tout est filmé, voilà, c'est sécurisé. Donc voilà. C'est ça que les gens recherchent, c'est ça que les Américains recherchent. Ils veulent la sécurité. Parce que bon, il y a quand même un problème de crime en Colombie. Donc, c'est important d'investir justement dans des bâtiments où il y a un minimum de sécurité. Donc, il faut faire attention de ne pas rentrer dans une mentalité d'Européens où on se dit « Ah, on va investir dans ce quartier, il n'est pas top, mais ça ira un peu mieux, le rendement sera bon et tout ça. » En Amérique latine, c'est soit tu investis dans les bons quartiers ou soit tu n'investis pas. Oui, parce qu'il y a vraiment des grosses inégalités. Ouais. C'est-à-dire que vous avez des quartiers où c'est extrêmement riche, voilà, belle voiture, les gens sont bien fringués, vous voyez qu'il y a de l'argent. Et vous avez des quartiers où les gens, ils ramassent les poubelles, ils sont avec une charrette qui tire comme ça. La dernière fois, je suis passé avec le taxi, on est tombé dans une rue, il y avait des mecs qui étaient sous crack, complètement... Enfin voilà, vraiment, je vous jure, il y a des gens... Ils sont à un niveau de pauvreté, mais sous drogue, ça peut être extrêmement dangereux. Donc faites attention, vous mettez les pieds. Il faut rester dans les quartiers sécurisés et renseignez-vous toujours, évidemment, avant de faire quoi que ce soit. Et faites-vous accompagner, comme il dit, par un bon avocat, parce que déjà, il va vous débrayer le terrain. Quelqu'un qui est là depuis des années va pouvoir vous aider par rapport à ça. Il y a des risques macro en Colombie, surtout d'un point de vue politique. Donc ils ont élu un communiste au pouvoir il y a quelques mois, au mois de juin, Gustavo Petro. Donc, forcément, en tant qu'investisseur étranger, quand un communiste arrive au pouvoir, c'est absolument pas un positif. Donc, on a attendu quelques mois avant de prendre cette décision. C'est qu'on a vu que le peso colombien immédiatement perdu à peu près 20-25% de sa valeur. L'action de pétrole colombienne, donc Ecopetrol, qui est la compagnie nationale de pétrole, a chuté de 50% très rapidement. Et donc, tout le monde attendait de voir un peu ce qui se passerait. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il n'a pas eu la majorité dans le Parlement colombien. Donc, à chaque fois qu'il essaie de faire passer des réformes très communistes, il a du mal à cause de l'opposition et ils doivent négocier. Et donc, ce qu'on voit jusqu'à présent en termes de l'impact qu'il a eu, l'impact est nettement moins négatif que ce que le marché prend déjà en compte. Okay. Donc ça c'est un point. Donc par exemple, on le voit très bien en termes de la compagnie de pétrole. Pendant les élections présidentielles, il disait on va interdire l'exploration, on va mettre plein de complications pour les compagnies de pétrole, on doit passer à une énergie verte, blablabla, tout ça. Okay. Et en fait, la réforme, l'impact sur la profitabilité de Ecopetrol est de 15%. Alors que l'action a chuté de 50%. Okay. Donc personnellement, je n'ai pas investi dans l'immobilier ici, mais j'ai acheté beaucoup d'actions de Ecopetrol, donc ce n'est pas un conseil d'investissement, mais il y a un gros décalage entre perception et réalité.
Et quand on compare ça avec des pays, par exemple, comme l'Irlande, qui sont en train de passer des taxes sur les super profits, sur les compagnies de pétrole de 75%. Donc, en fait, oui, il est communiste, mais en fait, ses lois sont moins communistes que les gens qui ne sont pas communistes en Europe de l'Ouest. Ok. Donc, Ouais. en gros, c'est ça. Mais bon, c'est quand même pas impositif. Il a quand même fait des bonnes choses. Il a réouvert la frontière avec le Venezuela, qui avait été fermée, parce que l'ancien gouvernement était très pro-américain. Donc pour la Colombie, c'est bien d'ouvrir la frontière avec ses voisins, c'est toujours bien. Il a aussi signé un traité de paix avec quelques guérillas marxistes qui étaient encore violentes dans les campagnes. Donc ça, c'est bien. Par contre, il y a aussi un risque, c'est qu'il commence à se rapprocher un peu de Maduro et potentiellement un peu des Chinois et des Russes. Ce qui, pour la Colombie, n'est pas forcément mauvais, mais si les Américains deviennent furieux, il pourrait avoir des conséquences pour la Colombie. Donc quand on investit en Colombie, il ne faut certainement pas y mettre toutes ses économies. Il faut bien comprendre qu'il y a un risque politique. Il faut aussi comprendre qu'on investit dans un pays où la monnaie est toujours en train d'évaluer, donc le peso colombien, parce que le pays a un problème d'un déficit de compte courant. Donc c'est important à comprendre. Et c'est pour ça qu'il faut investir dans les meilleurs quartiers. Parce que dans les meilleurs quartiers, l'immobilier est dollarisé. Donc même si les prix sont en pesos, dès que le peso dévalue, immédiatement les propriétaires augmentent les prix en pesos parce que dans leur tête, les prix sont en dollars. Quand tu investis dans les quartiers un peu plus populaires, les gens pensent en pesos. Ouais. Donc ton immobilier déprécie avec le pesos. Forcément. Et donc en investissant dans les bons quartiers, tu as un bien en fait qui est dollarisé avec des revenus qui sont dollarisés. Okay. Et tu es compensé par le risque extra, le risque que tu prends en plus avec des rendements très élevés. Donc si vous avez des questions pour Ladislas, vous pouvez les poser dans les commentaires. Si vous souhaitez être mis en relation avec un avocat ou des gens sur place, pareil, je vous mettrai les coordonnées de Ladislas juste en dessous. Donc voilà, il pourra vous aider ou vous mettre en contact avec des partenaires. Et maintenant, si vous êtes investisseur immobilier et que vous souhaitez investir, pas forcément en Colombie, mais que vous souhaitez par exemple investir en France, sachez que moi, je peux vous accompagner. Donc pour ça, c'est très simple. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis à votre disposition 1 heure de formation offerte qui vous montre comment démarrer dans l'immobilier quand on part de zéro, c'est-à-dire comment trouver une bonne affaire, comment est-ce qu'on obtient un financement, comment est-ce qu'on fait pour optimiser, avoir de la rentabilité et surtout optimiser sa fiscalité. Donc pour ça, vous allez avoir un petit carré qui s'affiche en bas à droite de votre écran, donc qui va se trouver ici. Vous retrouverez un lien juste en dessous de la description. Vous cliquez dessus, vous entrez votre adresse email et vous allez recevoir cette série de vidéos. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.